Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un document assez technique mais super intéressant. C'est une classification des thrombopathies constitutionnelles. Oui, c'est ça. En gros, un tableau qui liste les problèmes de plaquettes qu'on a de naissance à cause de la génétique. Exactement. L'idée, c'est de comprendre comment on classe ces soucis de plaquettes selon ce qui fonctionne mal. Si on imagine les plaquettes comme des petites équipes de réparation dans le sang. Hmm, Ce tableau nous dit un peu si elles n'ont pas les bons outils ou si les instructions sont mauvaises dès le départ. c'est tout à fait ça. Des maladies héréditaires, donc, qui touchent ces cellules clés pour arrêter un saignement. Et ce tableau, il donne une vue d'ensemble, une structure. Parfait. Alors, allons-y. Explorons cette classification. Le document, il commence par les défauts qui touchent l'adhésion. C'est la toute première chose que doit faire la plaquette, s'accrocher là où ça saigne. Oui. Alors, l'exemple type, c'est le syndrome de Bernard-Soulier. Là, il manque un récepteur super important, la glycoprotéine GPIB. C'est elle qui permet de faire le lien avec le vaisseau abîmé. D'accord. Sans elle, l'adhésion initiale, elle est très difficile. Le tableau cite aussi la pseudo-maladie de Willebrand plaquettaire. Ah oui, mais attendez, là, c'est pas l'inverse. J'ai lu que le récepteur avait une affinité trop forte pour le facteur Willebrand. C'est bizarre, non? Si ça colle trop. Bah oui, c'est une très bonne remarque, c'est un peu paradoxal. En fait, si l'affinité est trop forte, les plaquettes vont se lier au facteur Willebrand qui circule normalement dans le sang, même quand il n'y a pas de blessure. Disponible quand il y a vraiment besoin. Résultat, moins de plaquettes efficaces et des saignements. Ok, je vois le truc. Bon, après l'adhésion, la plaquette doit s'activer, c'est ça? Changer de forme, envoyer des signaux. Le tableau parle de ça ensuite. Effectivement, l'activation, c'est toute une cascade de réactions à l'intérieur de la plaquette. Et là aussi, il peut y avoir des problèmes. Comme quoi, par exemple? Alors, le document mentionne des défauts du flux de calcium. Le calcium, c'est un messager clé pour plein de réactions d'activation. S'il y a un problème avec ça, comme dans le syndrome de Montréal, l'activation est incomplète. D'accord. Les plaquettes sont aussi plus grosses dans ce cas-là. C'est fou la mécanique interne. Bon, et ensuite, une autre grosse catégorie, c'est les granules. Le document fait la différence entre les granules denses et les granules alpha. C'est quoi leur rôle et les soucis associés? Alors, les granules, c'est un peu comme des sacs de munitions que la plaquette libère pour amplifier la réponse et appeler d'autres plaquettes en renfort. Les granules denses, ils contiennent des petites molécules comme l'ADP. L'ADP, oui. Voilà, c'est un signal super puissant pour recruter et activer les voisines. Si ces granules sont vides ou manquants, comme dans la storage pool disease, ce signal d'amplification manque. Le caillot se forme moins bien. Et les syndromes comme Hermansky-Pudlak? Oui, Hermansky-Pigac et Shediac-Higashi, c'est aussi lié aux granules denses. Souvent d'ailleurs, ça touche d'autres choses dans le corps, comme la pigmentation, l'albinisme ou le système immunitaire, parce que ces granules ressemblent à d'autres petits organites cellulaires. D'accord. Et pour les granules alpha? Le tableau parle du syndrome des plaquettes grises. Le nom est assez visuel. Ah oui. Les granules alpha, eux, sont plus gros. Ils contiennent des protéines, comme le fibrinogène, le facteur Willebrand. Dans le syndrome des plaquettes grises, ces granules sont presque absents. Du coup, au microscope, les plaquettes paraissent vides, un peu pâles, grises. Et ça affecte quoi principalement? Surtout l'agrégation, la façon dont les plaquettes se collent entre elles, et la stabilité du caillot final. Et en parlant d'agrégation, le tableau mentionne un autre problème majeur, la thrombasthénie de Glanzmann. Ah oui, Glanzmann, ça c'est connu. C'est le récepteur GPIB3A, c'est ça? Exactement. Ce récepteur, GPIB3A, c'est lui qui permet aux plaquettes de se lier les unes aux autres en utilisant le fibrinogène comme pont. S'il manque ou s'il ne marche pas, les plaquettes adhèrent au vaisseau, elles s'activent peut-être un peu, mais impossible de former un vrai bouchon solide. C'est souvent assez sévère comme problème de saignement. D'accord. Et enfin, il y a le syndrome de Scott, qui est plus rare. Et celui-là, il touche quoi? Lui, il touche la capacité de la plaquette, une fois activée, à exposer à sa surface des lipides particuliers, des phospholipides. Cette surface, elle est essentielle pour que les facteurs de la coagulation puissent s'assembler dessus et fabriquer la thrombine qui va former la fibrine. La fibrine, le ciment du caillot. Voilà. Dans le syndrome de Scott, cette étape est ratée. Du coup, la formation de fibrine est très très ralentie. Ok. Bon, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce que ça nous dit, cette classification? Ça montre surtout à quel point l'hémostase, l'arrêt du saignement, c'est une chorégraphie incroyablement complexe. Chaque petite étape compte. Adhésion, activation, la sécrétion des granules, l'agrégation, le support à la coagulation. C'est hyper précis.
Tout à fait. Et cette classification, elle est cruciale en clinique. Identifier le défaut exact, ça aide à comprendre pourquoi un patient saigne, comment le traiter, et aussi à donner des conseils génétiques à la famille. C'est une sorte de carte routière des points faibles possibles de nos plaquettes, en fait. C'est exactement ça. Et ça met aussi en valeur toute l'ingéniosité du système quand il fonctionne bien. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour la suite peut-être. Ah oui, Ben oui, ce tableau, il parle des causes constitutionnelles, génétiques, mais on sait qu'il y a plein de problèmes de plaquettes qui sont acquis à cause de médicaments, l'aspirine par exemple, ou de maladies. l'insuffisance rénale, des choses comme ça. Voilà. Comment est-ce que ces problèmes acquis, ils se comparent ou ils diffèrent de ces modèles génétiques qu'on vient de décrire? C'est une autre histoire, mais c'est une piste de réflexion intéressante.